La nature sauvage est aussi mystérieuse que mortelle, et certains décès de randonneurs sont tout simplement étranges. Des disparitions inexplicables aux tragédies sans logique, ces histoires vont vous laisser perplexe et vous faire douter de ce qui se cache dans les grands espaces. Rempli de détails glaçants et de récits authentiques, ce voyage est une expérience que vous n'oublierez pas. Préparez-vous pour une heure consacrée aux morts de randonneurs les plus mystérieuses de tous les temps. Trevor Holminski, un jeune homme de 20 ans passionné par la nature, avait un amour profond pour le plein air. Son documentaire, à Blue Crow, mettait en avant ses compétences en survie dans la nature. Juste avant de rejoindre les Marines, Trevor souhaitait vivre une dernière aventure. En août 2015, il planifia donc un voyage de camping avec son ami Sheldon Stewart. Ils se rendirent tous deux au lac Bucks, dans le nord de la Californie, impatients de passer des journées à randonner et explorer. La mère de Trevor, Allison, se souvenait à quel point il était heureux à l'idée de ce voyage, totalement inconscient de la tragédie à venir. Trevor et Sheldon installèrent leur camp au lac Bucks, profitant des magnifiques paysages qu'offrait l'endroit. Cependant, à la tombée de la nuit, leur comportement devint étrange après avoir consommé du LSD et de la marijuana. Les événements de cette nuit tragique allaient avoir des conséquences dévastatrices, choquant toute la communauté. Au fil de la nuit, l'attitude de Trevor et Sheldon devint de plus en plus bizarre. Ils errèrent autour du campement, leur sens engourdi par les drogues. Les détails exacts de ce qui s'est passé cette nuit-là restent du flou, mais il est clair qu'une altercation éclata. Sheldon affirma plus tard que Trevor l'avait attaqué, mais les preuves suggéraient une situation bien plus complexe. Dans la matinée du 22 août 2015, des pompiers, présents pour éteindre un feu de broussailles au lac Bucks, firent une découverte terrifiante. En tentant de maîtriser les flammes, ils trouvèrent Sheldon gravement blessé avec plusieurs plaies au cou. Non loin de là, un corps brûlé fut découvert dans le foyer du feu de camp, encore fumant. L'enquête venait de commencer, mais il était évident qu'un événement tragique et sinistre s'était produit au lac Bucks. Alors que les détectives commençaient à interroger Sheldon, il raconta une histoire effrayante sur les événements de la nuit précédente. Cependant, en poursuivant leur enquête, ils découvrirent de nombreuses incohérences dans son récit, ce qui les amena à découvrir la vérité. Au fur et à mesure de l'enquête, les détectives réalisèrent que le corps brûlé dans le foyer était celui de Trevor. L'autopsie révéla qu'il avait été poignardé à plusieurs reprises avant d'être incendié. Avec ces nouvelles preuves, le récit de Sheldon commença à paraître douteux, et il devint rapidement le principal suspect du meurtre de Trevor. Les détectives continuèrent à interroger Sheldon, mais son alibi ne tenait pas debout. Il affirmait que Trevor l'avait attaqué, mais les preuves racontaient une autre histoire. Les blessures au cou de Sheldon semblaient auto-infligées, et le couteau utilisé pour tuer Trevor fut retrouvé enterré près du campement avec le portefeuille et la carte d'identité de Trevor. À mesure que les preuves s'accumulaient, l'histoire de Sheldon commença à changer. Alors que le dossier contre lui se renforçait, Sheldon fut accusé du meurtre de Trevor. Au cours du procès, Sheldon prétendit que Trevor avait fait des avances romantiques non désirées qu'il avait rejetées, ce qui aurait conduit à une violente altercation. Cependant, l'accusation ne crut pas à cette version des faits, arguant que le récit de Sheldon était incohérent et peu crédible. Le procureur mentionna que les avocats de Sheldon soutenaient qu'il était sous l'influence du LSD et qu'il avait agi en état de légitime défense. Pourtant, le procureur affirma que les preuves démontraient le contraire. Finalement, Sheldon avoua avoir causé la mort de Trevor, affirmant que Trevor lui avait demandé de mettre fin à ses souffrances. Ce que cela signifiait exactement reste flou. Les détails précis de cette nuit demeurent incertains. Mais Sheldon fut reconnu coupable de meurtre au premier degré et d'incendie criminel. Le verdict du jury fut clair, Sheldon fut déclaré coupable et condamné à 26 ans de prison à perpétuité pour ses crimes. Au cœur du célèbre parc national Kruger en Afrique du Sud, Roland Kohler, un touriste suisse, entama un voyage rempli d'anticipation et d'émerveillement. C'était une matinée fraîche de novembre 2019 lorsque Kohler, médecin anthroposophique dévoué, et sa femme partirent pour une aventure en safari à travers l'immense étendue sauvage du parc. Roland Kohler, un homme d'intellect et de curiosité, avait consacré sa vie à la poursuite de la connaissance et de la guérison. En tant que médecin anthroposophique, il adoptait une approche holistique de la médecine, considérant chaque patient comme un ensemble complexe d'esprit, de corps et d'âme. Sa nature compatissante le rendait cher à tous ceux qui croisaient son chemin et sa soif d'aventure l'attira vers la beauté du parc national Kruger. Avec le soleil commençant à peine à se lever à l'horizon, le couple naviguait sur les routes sinueuses entre les camps de Mopani et Chingwedzi,
le cœur rempli d'excitation à l'idée de rencontrer la majestueuse faune du parc. Ils ignoraient que leur aventure allait bientôt prendre une tournure tragique. Alors qu'ils prenaient un virage, un convoi de taxis minibus passa en trombe, leur conducteur apparemment inconscient de la limite de vitesse de 48 km/h affichée. Les témoins se souvinrent plus tard des taxis dévalant la route avec un abandon imprudent, laissant une traînée de poussière et d'incertitude dans leur sillage. Au milieu de cette scène chaotique, le destin intervint de la manière la plus inattendue. Un girafon, innocent et sans méfiance, erra sur la route, ignorant le danger imminent. Avec un fort crissement de pneus, la tragédie se produisit lorsqu'un des taxis en vitesse heurta la gentille créature, la projetant sur la voie du véhicule de safari de Colère. L'impact fut catastrophique. La girafe massive de 18 pieds et 740 kilos s'écrasa sur le toit du camping-car de Colère avec une force écrasante, brisant la sérénité du matin et changeant le cours de leur vie à jamais. Le véhicule fut gravement endommagé et Colère subit des blessures critiques tandis que sa femme ne fut que légèrement blessée. Au total, 4 personnes, dont Colère et sa femme, furent blessées dans l'incident. Au milieu du chaos, les services d'urgence se précipitèrent sur les lieux, leurs sirènes hurlant dans une urgence désespérée. Les ambulanciers travaillèrent sans relâche pour stabiliser Colère, ses blessures graves et son avenir incertain. Avec une blessure à la tête et une fracture mandibulaire, sa vie ne tenait qu'à un fil. Alors qu'il fut transporté par avion à la clinique Nelspruit Mediclinic pour des soins médicaux urgents. Cependant, malgré les efforts des professionnels de santé, la bataille de Roland Colère pour survivre allait bientôt prendre une fin tragique. Quelques jours plus tard, le 13 novembre 2019, Colère succomba à ses blessures à l'hôpital Nedcar Milpark de Johannesburg. Son décès choqua la communauté soudée des voyageurs et aventuriers qui avaient croisé son chemin dans l'étendue du parc national Kruger. À la suite de cet incident dévastateur, les autorités lancèrent une enquête sur les circonstances entourant la mort de Colère. Initialement, un cas de conduite imprudente fut ouvert contre le chauffeur du minibus. Ses actions furent de considérer comme le catalyseur des événements ayant conduit à la tragédie. Cependant, avec la mort de Colère, l'accusation fut portée à l'homicide involontaire. SanParks, gardiens du parc national Kruger, rappelèrent aux visiteurs de faire preuve de prudence et de respecter la faune qui appelait le parc leur maison. Avec l'application des amendes pour excès de vitesse et les caméras de surveillance prêtes à surveiller les routes, le message était clair, il n'y a pas de seconde chance dans le royaume de la nature. Au milieu des réflexions et des rappels, des questions persistaient dans l'esprit de ceux qui avaient été témoins de la tragédie. Et si les taxis avaient respecté les limites de vitesse? Et si la girafe n'avait pas été là en premier lieu? Le 14 juillet 2001, dans le territoire du Nord, en Australie, Peter Falconio, un backpacker britannique de 28 ans, explorait l'Outback avec sa petite amie Joanne Lees. Le couple vivait une aventure exaltante, parcourant les paysages sauvages et majestueux de l'Australie à bord de leur van Volkswagen Combi Orange. Mais ce qui devait être un voyage inoubliable s'est transformé en cauchemar, marquant à jamais la famille de Falconio, les autorités et l'opinion publique. Peter Falconio était décrit comme un aventurier dans l'âme. Avec Joanne Lees, il sillonnait l'Australie depuis plusieurs mois, habitué aux défis des zones reculées. Alors qu'ils roulaient sur l'isolé Stuart Highway, un véhicule les a rattrapés. Le conducteur, plus tard identifié comme Bradley John Murdoch, un trafiquant de drogue notoire, leur a fait signe de s'arrêter, prétendant que des étincelles jaillissaient de leur van. Pensant à un problème mécanique, Falconio s'est arrêté pour vérifier. Mais c'était un piège. Murdoch avait un plan bien plus sinistre. Dès que Falconio est sorti du véhicule, Murdoch lui a tiré dessus. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais tout porte à croire qu'il a été tué sur le coup. À l'intérieur du van, Joanne Lees s'est soudainement retrouvée face à un danger mortel. Murdoch, après avoir abattu son compagnon, s'est tourné vers elle. Lees a tenté de s'échapper, mais Murdoch l'a rapidement maîtrisée, l'attachant avec des colliers de serrage avant de la forcer à monter dans son véhicule. Pourtant, profitant d'un moment d'inattention de son ravisseur, probablement occupé à dissimuler le corps de Falconio, elle a réussi à se libérer et à fuir dans l'obscurité de l'Outback. Terrifiée, elle s'est cachée pendant des heures, craignant que Murdoch ne la retrouve. Celui-ci a fouillé les environs mais a finalement abandonné et s'est enfui, emportant le corps de Falconio avec lui. À ce jour, l'endroit où il l'a dissimulé reste un mystère. Finalement, Joanne Lees a réussi à interpeller un routier qui l'a conduite jusqu'à un relais routier à Barrow Creek où elle a contacté la police. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux du crime, Murdoch avait déjà disparu, ne laissant derrière lui qu'une faible quantité de sang, plus tard identifié comme étant celui de Falconio. Malgré des recherches intensives, le corps de Peter Falconio est resté introuvable et l'affaire est restée non résolue pendant 4 ans.
En 2005, un rebondissement décisif a eu lieu. Bradley Murdoch a été formellement identifié comme le principal suspect. Des traces de son ADN ont été retrouvées sur le t-shirt de Joan Lees, établissant un lien direct entre lui et le crime. Déjà connu pour des antécédents de violence et de trafic de drogue, Murdoch a été arrêté et inculpé pour le meurtre de Falconio et l'enlèvement de Lees. Son procès a été très médiatisé. Joan Lees a témoigné, racontant en détail les événements terrifiants de cette nuit et sa miraculeuse évasion. Malgré les protestations d'innocence de Murdoch, les preuves étaient accablantes, menant à sa condamnation. En décembre 2005, il a été condamné à la prison à vie, avec une période de sûreté de 28 ans. Cependant, même avec Murdoch derrière les barreaux, l'affaire reste incomplète. Le corps de Peter Falconio n'a jamais été retrouvé. Cette incertitude continue de hanter sa famille. Au fil des années, plusieurs recherches et pistes ont été explorées, mais toutes se sont soldées par des échecs. Joan Lees, bien qu'ayant survécu à cette nuit d'horreur, reste marquée à jamais. Elle se retournée dans l'Outback dans un dernier espoir de retrouver le corps de Falconio, mais ses recherches n'ont rien donné. Elle entretient des liens étroits avec la famille Falconio, partageant leur deuil et leur quête de vérité. Pour eux, l'histoire de Peter Falconio n'est pas terminée tant que son dernier repos ne sera pas découvert. Azaria Chantelle Lorraine Chamberlain est née le 11 juin 1980. Sa famille campait à Ayers Rock, désormais connu sous le nom d'Uluru, dans le territoire du Nord. Azaria a disparu de la tente familiale alors qu'elle n'avait que 9 semaines. Ses parents Lindy et Michael Chamberlain ont déclaré qu'un dingo l'avait emportée. 3 personnes ont également affirmé avoir entendu les pleurs d'Azaria la nuit où elle a disparu du campement familial à Uluru. Lindy Chamberlain a ajouté qu'elle avait vu un dingo sortir de la tente et des traces de dingo ont été retrouvées autour et à l'intérieur de celle-ci. De grandes quantités de sang appartenant à Azaria ont été découvertes sur le matelas de la tente, sur d'autres objets, près du panier où elle dormait et à côté des traces de dingo. Cela s'est produit dans la nuit du 17 août 1980. Une fois l'alerte donnée, des pisteurs aborigènes et blancs ont suivi les empreintes du dingo qui se sont ensuite mêlées à des empreintes humaines sur la route. Ils ont découvert des traces de traînées dans le sable et 2 creux peu profonds où quelque chose semblait avoir été déposé, probablement lors d'un repos du dingo. Ces creux présentaient l'empreinte d'un vêtement en tricot avec de petites taches sombres à proximité, soupçonnées d'être du sang. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances inhabituelles et suspectes de cet événement. Cette première enquête, menée du 15 décembre 1980 au 20 février 1981, n'était que la première d'une longue série concernant la mort d'Azaria. L'enquêteur Dennis Barrett a conclu qu'un dingo avait bien enlevé et causé la mort d'Azaria. Les Chamberlain ont été déclarés non impliqués dans la disparition de leur enfant. Cependant, des rumeurs ont rapidement circulé, alimentées en partie par certains membres des médias et des forces de l'ordre. Bien que la première enquête ait conclu à une attaque de dingo et critiqué la police pour son manque de professionnalisme, certains policiers refusaient d'accepter cette théorie. Ils estimaient que leurs preuves incriminant les Chamberlain étaient plus convaincantes. Blessés par les conclusions du coroner, certains policiers ont décidé de rétablir la vérité selon leur point de vue. 8 mois plus tard, une opération nationale baptisée Opération Ocre fut lancée, au cours de laquelle la police perquisitionna la maison des Chamberlain et saisit de nombreux objets. Les témoins oculaires furent également recontactés par la police pour de nouvelles déclarations. Rapidement, il devint évident où se dirigeait l'enquête. Lorsque les témoins mentionnaient ce qu'ils avaient vu ou entendu, la police leur intimait de ne pas parler de dingo, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une enquête pour meurtre. Les conclusions de la première enquête furent annulées et la seconde enquête décida, sans apporter de nouvelles preuves, que les Chamberlain devaient être jugés. Lindy Chamberlain fut alors accusée de meurtre et Michael Chamberlain de complicité. Leur procès débuta le 13 février 1982 à Darwin avec le juge Muirhead et un jury. Les médias couvrirent le procès avec un fort biais négatif à l'encontre des Chamberlain. Une des affirmations les plus choquantes fut que les dingos n'attaquaient pas les humains. Le procureur, Ian Barker QC, aurait qualifié les marques de traînées de diversion et se concentra principalement sur les taches de sang découvertes dans la voiture familiale. Le 29 octobre 1982, le jury déclara les 2 parents coupables. Lindy Chamberlain fut reconnue coupable du meurtre de son bébé sur la base de l'hypothèse selon laquelle elle lui aurait tranché la gorge dans la voiture familiale avant de cacher le corps dans un étui de caméra. Les preuves incluaient une combinaison tachée de sang retrouvée près du lieu de disparition et un rapport médico-légal suggérant la présence d'hémoglobine fœtale.
Lindy Chamberlain fut condamnée à la prison à vie le 19 octobre 1982. Michael Chamberlain fut, quant à lui, condamné à 18 mois de prison, mais la peine fut suspendue pour qu'il puisse s'occuper de leurs 2 enfants, Aidan et Regan. Les Chamberlain firent plusieurs appels, mais tous furent rejetés, y compris par la Haute Cour. Un tournant décisif survint en 1986, lorsqu'une veste appartenant à Azaria fut retrouvée dans une zone abritant de nombreux terriers de dingos. Cette découverte entraîna la libération immédiate de Lindy. Le 15 septembre 1988, la Cour d'appel du Territoire du Nord annula toutes les condamnations contre Lindy et Michael. Une 3e enquête, en 1995, rendit un verdict ouvert. Lors d'une 4e enquête, le 12 juin 2012, la coroner Elizabeth Morris conclut qu'un dingo avait bien emporté Azaria et causé sa mort. Après sa libération, Lindy Chamberlain reçut une indemnité de 1,3 million de dollars pour emprisonnement injustifié et un certificat de décès rectifié fut délivré. Nous sommes le 30 juillet 1998. Le révérend Mike Turner, un pasteur de 48 ans originaire de Caldwell, dans l'Idaho, se lance dans un voyage spirituel en solitaire à travers la nature sauvage du Wyoming. Connu pour sa foi profonde et sa grande taille de 1,98 m, son projet, une randonnée de 10 jours à travers la ligne de partage des eaux, accompagné uniquement de son fidèle labrador noir, Andy. À l'issue de cette expédition, il devait retrouver sa famille pour un camping après 3 mois de pause dans son travail. Mais Mike n'arrivera jamais à ce rendez-vous. Son voyage se transformera en une lutte pour la survie qui mettra à l'épreuve sa foi et son endurance. Mike et Andy commencent leur périple sur une note positive en direction du lac Eklund, dans la forêt nationale de Bridger-Teton. Dans son journal, Mike décrit l'endroit comme « si calme, si parfait », mais le 2 août, au 4e jour de son voyage, les choses tournent au drame. Alors qu'il traverse un champ de rochers près d'un lac de montagne à plus de 3350 mètres d'altitude, situé à 25 km du sentier le plus proche, Mike remarque qu'Andy peine à avancer. Les coussinets du chien sont à vif à cause de la glace tranchante et il souffre. Inquiet pour son compagnon, Mike décide alors de prendre un chemin plus long et moins direct afin d'épargner son chien. Ce choix va s'avérer désastreux. En avançant prudemment sur les rochers, Mike pose le pied sur un gros bloc qui vacille sous son poids. Cherchant à se stabiliser, il saute sur un autre rocher mais perd l'équilibre et glisse entre 2 énormes blocs. Le rocher sur lequel il s'appuyait roule et écrase ses jambes. Pendant 2 heures, Mike lutte pour se dégager, utilisant tout ce qu'il a sous la main mais rien n'y fait. Seul en pleine nature et sans aucun moyen d'appeler à l'aide, il commence alors à consigner son calvaire dans son journal. D'abord optimiste, il fait fondre de la neige pour boire et utilise la bâche imperméable de sa tente pour récupérer la rosée et la pluie. Malgré la gravité de sa situation, il conserve son humour et note « Je me demande quel goût aura l'urine avec du Crystal Light ?» Mais les jours passent et l'espoir s'amenuise. Ses écrits deviennent de plus en plus désespérés, il craint de perdre ses jambes, de manquer d'eau et de succomber à l'hypothermie. À mesure que son corps s'affaiblit, son moral s'effondre. Le 5 août, soit 4 jours après être resté coincé, Mike laisse transparaître son désespoir. Il écrit « Je me sens si stupide d'avoir pris ce détour, si seul plus que je ne l'aurais imaginé. Qui aurait cru que 4 jours passeraient sans que personne ne passe par ici ?» Pendant ce temps, son épouse Diane commence à s'inquiéter de ne pas le voir rentrer comme prévu. Elle alerte les autorités et une opération de recherche est lancée. Mais personne ne sait que Mike a changé son itinéraire et les secours fouillent donc au mauvais endroit. L'immensité sauvage de la chaîne de Wind River rend la mission encore plus difficile. Mais le 28 août, près d'1 mois après son départ, un miracle se produit. Andy, son fidèle labrador, est retrouvé en vie par des randonneurs à plusieurs kilomètres de la zone de recherche. Mais il est déjà trop tard. C'est un randonneur, Jeff Stewart, qui finit par retrouver Mike, toujours coincé entre les rochers, près d'un lac sans nom. Il est mort d'exposition, d'hypothermie et de déshydratation, probablement autour du 11 août, soit 9 jours après sa chute fatale. Son journal, protégé dans un sac plastique, est retrouvé à ses côtés. Ses dernières notes, tremblantes et à peine lisibles, témoignent de son acceptation de la mort. Il écrit « Je suis prêt à mourir. Même si ma famille me manque, je continuerai à faire confiance à Dieu. Même s'il me tue, je lui ferai confiance. » Non loin de son corps, les sauveteurs découvrent un dernier symbole poignant. Son alliance posée avec soin sur un rocher, un ultime message d'amour à sa famille. La mort tragique de Mike souligne l'imprévisibilité de la nature, même pour les randonneurs expérimentés. Son histoire soulève des questions troublantes. Et s'il n'avait pas changé de chemin? Et si quelqu'un l'avait trouvé plus tôt? Malgré une souffrance inimaginable, Mike a trouvé une forme de paix, porté par sa foi et l'amour de sa famille.
Le 5 juin 2019, la tragédie a frappé à 20 h dans le parc national Kruger, connu pour sa beauté sauvage. Courtney N. Timan, un petit garçon de 2 ans rempli de rire et de curiosité, s'est retrouvé pris dans un cauchemar qui hanterait sa famille et le parc pendant des années. Le père de Courtney, Isaiah Timan, était un homme travailleur, passant ses journées comme opérateur d'eau dans l'immense étendue du parc. Sa femme, Sébille, amenait souvent leur fils lui rendre visite, transformant leur simple cottage en un havre d'amour et de rire au milieu du terrain accidenté. Le jour de la tragédie, Isaiah est rentré du travail, impatient de passer du temps avec sa famille. Toujours l'esprit aventureux, Courtney suivait les pas de son père, sa petite main serrant un camion jouet, alors qu'il explorait le monde qui l'entourait. Alors que la soirée tombait, Isaiah s'installait dans la routine de la vie familiale, ignorant le danger qui se profilait juste au-delà de la sécurité de son seuil. Courtney, attiré par l'attrait de la nature sauvage, est sorti dans la nuit, sa curiosité innocente le menant dans un monde de danger. Soudain, la soirée a été brisée par les cris d'une mère, résonnant dans l'obscurité comme un appel à l'aide. Isaiah s'est précipité dehors, le cœur battant de terreur pour découvrir ses pires craintes réalisées. Dans les griffes d'un léopard se trouvait son fils bien-aimé, ses appels à l'aide étouffés par le rugissement du prédateur. Le léopard mordit le cou et le corps de Courtney à plusieurs reprises, ses cris et ses hurlements devenant de plus en plus forts alors qu'il sentait la douleur traverser son petit corps. Isaiah a agi dans une terreur pure, son instinct criant de protéger son enfant à tout prix. Avec un courage né du désespoir, il a affronté le léopard, ses mains tremblantes en luttant pour libérer son fils des mâchoires de la mort. Alors que la lutte faisait rage, Sébille s'est jointe à la mêlée, ses cris se mêlant à ceux d'Isaiah alors qu'ils se battaient bec et ongles pour sauver leur précieux fils. Isaiah a réussi à chasser le léopard avec un effort désespéré final, mais le mal était déjà fait. À la suite de l'attaque, Courtney gisait battue et brisée, son petit corps portant les cicatrices d'une bataille menée et perdue. Les larmes coulant sur leur visage, Isaiah et Sébille ont précipité leur fils à l'hôpital, priant pour un miracle qui ne viendrait jamais. Malgré les meilleurs efforts des médecins, Courtney a succombé à ses blessures, son petit cœur battant son dernier souffle sous les yeux de ses parents en agonie. Après sa mort, le parc national Kruger a plongé dans le deuil, son vaste étendue de nature sauvage éclipsée par le spectre de la perte et du chagrin. Après la brutale attaque contre Courtney, les gardes du parc et le personnel ont cherché le léopard, considéré comme un danger pour les humains et devant être tué immédiatement. Les gardes du parc ont réussi à localiser le léopard et à l'abattre, mettant fin à la menace qu'il représentait pour les autres personnes dans le parc. Alors que les jours se transformaient en semaines, des questions persistaient comme des fantômes, hantant les esprits de tous ceux qui cherchaient des réponses après la disparition tragique de Courtney. Comment un léopard avait-il pu franchir les défenses du parc? Quelles mesures pourraient être prises pour empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise? Certains ont supposé que l'empiètement humain dans l'habitat naturel du léopard avait enhardi l'animal. D'autres, en revanche, ont souligné les risques inhérents à la vie et au travail à proximité de prédateurs sauvages. Au-delà de la tragédie de la mort de Courtney se trouve l'histoire d'une vie jeune et vibrante, coupée court par les caprices impitoyables de la nature. Courtney n'était pas seulement une victime. Il était un fils bien-aimé, un membre de la famille chérie et une étincelle lumineuse pour tous ceux qui le connaissaient. Son rire et son sourire, autrefois source de joie infinie, sont maintenant des souvenirs amers, chéris par ceux qui l'aimaient le plus. Deux adolescentes de 15 ans, Maila Irmeli Björklund et Anja Tulikimäki, originaires de Finlande, décidèrent de partir camper en juin 1960 avec leurs petits amis de 18 ans, Seppo Antero Buisman et Nils Wilhelm Gustafsson. Ils choisirent un site populaire au bord du lac Bodom, un paisible plan d'eau situé à environ 22 km à l'ouest d'Helsinki, la capitale. C'était un endroit réputé pour s'amuser et le groupe avait bien l'intention de profiter pleinement de ce séjour. Tous étaient enthousiastes à l'idée de passer leur temps ensemble, partageant une seule tente au bord du magnifique lac. Aux premières heures du 5 juin 1960, les 4 adolescents profitaient tranquillement de leur camping au bord du lac Bodom. La journée avait commencé dans la bonne humeur, chacun savourant la nature et la sérénité du lieu. Mais au cours de la nuit, tout bascula tragiquement. Entre 4 h et 6 h du matin, une attaque inattendue se produisit alors que le groupe se trouvait encore dans la tente. Björklund, Mäki et Buisman furent gravement blessés après avoir été poignardés et battus. Gustafsson, le seul survivant, subit de graves blessures, notamment une commotion cérébrale, une mâchoire cassée et plusieurs fractures au visage. Vers 6 h du matin, un groupe de garçons venus observer les oiseaux autour du lac tomba par hasard sur la scène.
Ils remarquèrent la tente effondrée au bord de l'eau, mais sans se douter de la gravité de la situation, ils poursuivirent leur chemin. Plus tard, ils évoquèrent avoir aperçu un homme blond s'éloignant du site. Ce n'est qu'à 11 heures que Risto Sirène, un charpentier local, découvrit les corps et alerta immédiatement la police, qui arriva sur place vers midi. À ce moment-là, les adolescents étaient déjà morts depuis plus de 6 heures. À l'intérieur de la tente, la police trouva les corps de Maki et Boisman. Le corps de Björklund, la petite amie de Gustafsson, gisait à moitié dévêtue au-dessus de la tente, à côté de lui. Elle portait des traces de blessures infligées après sa mort, suggérant une attaque particulièrement brutale. L'assaillant semblait avoir attaqué depuis l'extérieur de la tente sans jamais y entrer. Les victimes avaient été poignardées, mais des marques indiquaient également l'usage d'un objet contondant, bien que sa nature exacte reste inconnue. Certains objets personnels avaient disparu, ajoutant au mystère. Les clés des motos des adolescents avaient été volées, mais les véhicules étaient restés sur place. Les chaussures de Gustafsson manquaient également, mais elles furent retrouvées à environ 800 mètres du site, accompagnées de certains de ses vêtements. Interrogé par la police, Gustafsson déclara n'avoir vu qu'une silhouette sombre vêtue de noir, avec des yeux rouges brillants, qui les avait attaqués sans pitié. La presse critiqua la gestion de l'enquête par la police. Les lieux n'avaient pas été correctement sécurisés et les preuves n'étaient pas bien enregistrées, ce qui permit aux curieux et aux campeurs de contaminer la scène du crime après le départ des enquêteurs. L'intervention de soldats pour retrouver les objets manquants n'améliora pas la situation et la plupart des indices disparurent à jamais. Les soupçons se portèrent d'abord sur Karl Valdemar Gillström, surnommé « l'homme du kiosque », car il tenait une boutique à proximité. Un autre suspect, Hans Assmann, attira également l'attention pendant plusieurs années. Une rumeur prétendait qu'il était un ancien espion du KGB vivant près du lac Bodom alimentant les spéculations. Toutefois, il fallut attendre 44 ans pour que la police arrête un suspect. En mars 2004, une avancée majeure se produisit dans l'affaire du lac Bodom. Grâce au progrès de la science médico-légale, les enquêteurs purent exploiter de nouvelles preuves ADN, identifiant un suspect ayant potentiellement un mobile. Contre toute attente, le principal suspect s'avéra être Gustafsson, l'unique survivant, qui fut alors arrêté et traduit en justice. Selon la police, Gustafsson avait toujours été suspecté. Ils affirmèrent que ses chaussures, retrouvées couvertes du sang des victimes et non du sien, avaient été portées par le meurtrier lors de l'attaque. Lors du procès, l'accusation présenta un scénario dans lequel Gustafsson, après avoir bu et été expulsé de la tente par Boisman, se serait battu avec lui. Blessé, Gustafsson aurait ensuite, dans un accès de rage, tué ses amis et sa petite amie avant de se blesser lui-même pour brouiller les pistes. La défense réfuta cette version des faits, affirmant qu'après une bagarre aussi violente, Gustafsson aurait été trop mal en point pour commettre les meurtres ou parcourir 800 mètres pour cacher ses chaussures. En octobre 2005, le tribunal acquitta Gustafsson de toutes les charges retenues contre lui, considérant qu'il n'existait pas suffisamment de preuves pour le condamner, laissant ainsi planer un doute persistant sur ce qui s'était réellement passé cette nuit tragique au bord du lac. L'État finlandais lui versa par la suite 44 900 € en compensation pour le stress mental causé par ce long procès. Aucun nouveau suspect n'a émergé et aucune preuve supplémentaire n'a été découverte, laissant les meurtres du lac Bodom comme l'une des affaires criminelles les plus célèbres et non résolues de Finlande. Ce mystère hante encore aujourd'hui l'imaginaire collectif, suscitant des théories et spéculations parmi les passionnés de faits divers. En 2014, une belle soirée s'annonçait au Skukuza Golf Course, situé dans l'immensité du parc national Kruger. Jacques Van der Sant, un homme de 29 ans ayant un amour profond pour la nature, était revenu dans le parc de son enfance pour rendre visite à ses parents qui y travaillaient. Alors que Jacques et un ami jouaient au golf, leur rire résonnait à travers l'étendue verdoyante. Jacques n'était pas étranger à l'aventure. Ayant grandi dans la beauté du parc national Kruger, il avait développé une profonde appréciation pour les merveilles de la nature. Ses parents, Schalk et Loretta Van der Sant, avaient consacré leur vie à la préservation du parc, inculquant à Jacques un profond respect pour la nature qui l'entourait. Jacques et son ami jouaient au golf jusqu'à ce qu'il soit temps de récupérer des balles de golf dans le lac Panic pour continuer leur partie. Bien qu'il y ait des avertissements, Jacques et son ami devinrent curieux de savoir combien de balles de golf ils pouvaient récupérer dans le lac. Ignorant les avertissements contre la baignade dans les barrages et les rivières du parc, il s'est aventuré dans les bas-fonds, suivi de son ami.
Peut-être la nostalgie de sa jeunesse ou l'excitation du moment l'ont-ils poussé à entrer dans l'eau, inconscient des dangers qui se cachaient sous la surface. Pendant ce temps, à l'insu de Jacques, un prédateur rôdait dans les profondeurs du lac Panique. En un instant, la tranquillité de la soirée a été brisée alors que le crocodile a surgi, ses mâchoires puissantes se refermant sur la poitrine de Jacques avec une force écrasante. L'attaque fut rapide et impitoyable, entraînant Jacques sous la surface dans un tourbillon d'eau agité. Paralysé par le choc, son ami ne put qu'assister, horrifié, à la disparition de Jacques dans les profondeurs boueuses. L'air de la nuit a été déchiré par les cris frénétiques du compagnon de Jacques, le son résonnant dans le calme du parc. Rapidement informés de la tragédie en cours, les rangers sont intervenus, leurs projecteurs perçant l'obscurité alors qu'ils fouillaient les eaux à la recherche de Jacques. Ils ont exploré les profondeurs pendant des heures, le cœur lourd d'appréhension à mesure que les minutes s'écoulaient. Enfin, une lueur d'espoir est apparue. La silhouette du crocodile, sa victime piégée dans son étreinte mortelle. Avec détermination, les rangers ont visé, leurs fusils résonnant alors qu'ils cherchaient à libérer Jacques des mâchoires de la mort. Alors que le corps sans vie de la créature refaisait surface, l'étendue totale de la tragédie devenait évidente. Autrefois plein de vie et de vitalité, Jacques Van der Sant était devenu une autre victime de la nature impitoyable. Son corps a été retrouvé sans aucun signe de mutilation, excepté les marques de dents présentes sur son torse et son dos. Sa mort prématurée a choqué la communauté soudée du parc national Kruger, laissant derrière elle tristesse et chagrin au sein de sa famille et de ses amis. À la suite de cet incident terrifiant, les spéculations allaient bon train quant à ce qui avait conduit à la mort de Jacques. Certains ont pointé du doigt le mépris imprudent des règlements du parc, citant l'interdiction de nager dans les barrages et les rivières comme une indication claire des dangers cachés sous la surface. D'autres ont remis en question l'efficacité de la gestion du parc, soulevant des préoccupations concernant les animaux prédateurs près des zones de loisirs. Et si Jacques avait tenu compte des avertissements contre la baignade dans les barrages et rivières du parc, choisissant de profiter du terrain de golf à une distance sûre plutôt que de s'aventurer dans les eaux sombres et dangereuses, aurions-nous pu éviter cette tragédie terrifiante et dévastatrice qui a marqué tous ceux qui l'ont connue? C'était le 23 août 2016 à Home Hill, dans le Queensland, en Australie. Mia Ailif-Chung, une jeune femme de 21 ans originaire du Derbyshire, et Thomas Jackson, un homme de 30 ans du Cheshire, faisaient partie des routards séjournant à l'auberge Shelley's Backpackers. Mia, pleine de vie et avide de découvrir le monde avant de s'installer, était rapidement devenue populaire parmi les autres voyageurs. Thomas, un voyageur expérimenté au grand cœur, avait passé des années à explorer différents pays. Cette nuit-là, l'auberge était inhabituellement calme, mais la tranquillité allait bientôt être brisée par un acte de violence horrible. Smail Ayad, un routard français de 29 ans, était en état de psychose, probablement influencé par le cannabis. Son esprit était déformé, et ce qui allait se passer ensuite laisserait tout le monde sous le choc. Vers 23h15, Ayad a lancé une attaque au couteau brutal contre Mia. L'attaque fut soudaine et vicieuse, laissant Mia avec de multiples blessures par arme blanche. Malgré la terreur et la douleur, Mia a réussi à s'échapper et à s'enfermer dans une salle de bain. Un autre routard, Daniel Richard, a trouvé Mia dans la salle de bain, ensanglantée et terrifiée. Sans hésitation, il a donné l'alerte, ses cris résonnant dans tout l'endroit. Entendant le tumulte, Thomas Jackson s'est précipité sur les lieux, inconscient du danger qui l'attendait. Thomas a trouvé Mia et a rapidement compris la gravité de la situation. Malgré le danger évident, il a choisi de rester avec elle, essayant de la réconforter et de la protéger. Son courage allait lui coûter la vie. Ayad, qui avait auparavant sauté d'un balcon dans une tentative bizarre de voler, est revenu dans l'auberge, toujours armé du couteau. Il criait et gesticulait de manière erratique. Ignorant les intentions violentes d'Ayad, Thomas s'est d'abord approché pour l'aider. Cet acte de gentillesse s'est transformé en une erreur tragique. Ayad a forcé son passage dans la salle de bain où Thomas essayait de protéger Mia. Dans un retournement horrifiant, il a tourné sa rage contre Thomas, le poignardant à plusieurs reprises. Thomas a subi au moins 12 blessures distinctes, le coup fatal étant une blessure au cerveau. Mia a été déclarée morte sur les lieux, sa vie brutalement interrompue par la violence insensée d'Ayad. Thomas, bien que grièvement blessé, était encore en vie. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Townsville et placé sous assistance respiratoire, mais après 6 jours d'agonie, il a succombé à ses blessures le 30 août 2016. La tragédie a choqué tout le monde. Un rapport du coroner du Queensland en 2020 a indiqué qu'Ayad était psychotique et sous l'influence du cannabis pendant l'attaque. Les poursuites judiciaires contre lui ont été abandonnées.
car il a été jugé irresponsable mentalement. L'enquête sur la mort de Thomas a révélé toute l'horreur des événements. L'assistant coroner Peter Siggy a décrit les actions de Thomas comme un acte de grand courage et de bravoure. La famille de Thomas a été dévastée par cette perte. Ses parents, Leslie et Sandra, ont parlé de la douleur insupportable de perdre leur fils. « Nous pensons à lui tout le temps », a déclaré Leslie, la voix lourde de chagrin. Sandra a ajouté « Je ne m'en remettrai jamais, on apprend juste à vivre avec ». Sa sœur, Liv, a exprimé son chagrin sur Facebook, exhortant les autres à se souvenir de Thomas non pas comme une victime, mais comme un ami qui a apporté joie et gentillesse au monde. Le courage de Thomas a été honoré après sa mort par la médaille de la bravoure de la reine, Queen's Gallantry Medal, l'une des plus hautes distinctions pour acte de courage. Sa mère a reçu la médaille en son nom des mains du prince William au palais de Buckingham. Thomas a également été honoré dans le Queensland pour ses efforts héroïques, mais même ses privilèges ne pouvaient effacer la réalité de la perte. Une histoire poignante de cupidité, de chagrin et de rétribution s'est déroulée dans le vaste et majestueux paysage du parc national Kruger, où la savane africaine s'étend comme une tapisserie sans fin sous un ciel immense. Au milieu de la diversité de la faune et de la beauté naturelle intacte, les désirs humains se sont heurtés aux dures réalités de la nature, donnant lieu à un drame poignant qui résonne avec les luttes intemporelles de la vie et de la survie. Tout a commencé avec un homme dont le nom s'est depuis perdu dans l'obscurité. Il était un présumé braconnier de rhinocéros, attiré par la promesse du profit et la tentation de richesses faciles. Sa vie avant le parc national Kruger était trouble, enveloppée de mystères et de spéculations. Certains murmuraient un passé trouble, d'autres un présent désespéré, mais la vérité restait insaisissable. Avec lui se trouvaient 4 complices, leurs visages obscurcis par l'obscurité de la nuit alors qu'ils s'aventuraient au cœur de la nature sauvage. Leur objectif ? Chasser le majestueux rhinocéros, une créature dont l'existence même était menacée par la demande insatiable de sa corne. Bien que le braconnage soit illégal, car les rhinocéros sont désormais en danger critique d'extinction, certains voulaient toujours les chasser pour leur prix élevé, allant de 27 000 $ la livre à 1 700 $ l'once. C'est 400 $ de plus que l'or. Il n'est donc pas surprenant que ces braconniers aient voulu obtenir des cornes de rhinocéros. Armés d'armes et motivés par la cupidité, ils traquaient leur proie avec une détermination impitoyable, sans se soucier des conséquences qui les attendaient. Mais la nature, avec son sens de la justice, avait d'autres plans. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans le parc, leurs pas résonnant dans la nuit, le destin intervint sous la forme d'un éléphant, un animal imposant dont la rage ne connaissait pas de limite. Avec une soudaineté qui les prit au dépourvu, la créature massive chargea, ses défenses brillant sous la lumière de la lune, alors qu'elle déchaînait sa colère sur les intrus qui osaient pénétrer sur son territoire. Dans le chaos qui s'ensuivit, le présumé braconnier trouva la mort, sa vie éteinte en un instant par la force brute de la colère de la nature. Ses compagnons, saisis de peur et de panique, s'enfuirent dans l'obscurité, abandonnant le corps sans vie de leurs camarades déchus. Mais la vengeance de la nature n'était pas encore complète. Dans les jours qui suivirent, une équipe de recherche fouilla la nature sauvage à la recherche de l'homme disparu. Leurs efforts, entravés par l'immensité du parc et la nature insaisissable de leur proie. Finalement, leur persévérance fut récompensée lorsqu'ils tombèrent sur une scène macabre qui témoignait de l'efficacité brutale de la nature. Parmi les broussailles, ils découvrirent tous les restes du présumé braconnier, nettoyés par une meute de lions dont la faim ne connaissait pas de limite. Tout ce qui restait était un crâne humain et un pantalon. Alors que la nouvelle de la tragédie se répandait, le directeur exécutif du parc, Glenn Phillips, offrit ses condoléances à la famille du défunt, déplorant la perte insensée de vie qui s'était produite. Mais même alors qu'il parlait, les rouages de la justice étaient déjà en marche, car 3 des complices du présumé braconnier furent appréhendés et traduits en justice. Pour eux, comme pour leurs camarades déchus, le prix de leur crime serait payé en totalité. Mais au milieu de la tragédie, de nombreuses questions persistaient, notamment: qu'est-ce qui a poussé ces hommes à risquer leur vie à la recherche de la corne de rhinocéros? Et peut-être la plus effrayante de toutes, quelles autres horreurs se cachent dans les profondeurs du parc national Kruger, attendant d'être révélées? Et si leur cupidité ne leur avait pas fermé les yeux aux dangers qui se cachaient dans l'ombre? Et s'ils avaient tenu compte des avertissements et respecté la sanctuarité du parc? Et si, en fin de compte, la rétribution de la nature était un avertissement pour nous tous? Le 9 septembre 2023, la famille Easton, originaire de Paul dans l'Idaho, profitait de ce qui aurait dû être un séjour de camping ordinaire au camping de Pine, dans la forêt nationale de Boise.
Cadence Eastin, leur fille de 8 ans, était présente avec ses parents, Quinn et Natasha Eastin, ainsi que ses 7 frères et sœurs, dont sa sœur jumelle, London. La famille avait attendu avec impatience cette retraite pour se reconnecter et passer du temps ensemble, loin des préoccupations du quotidien. Tôt le matin, vers 5 heures, une tragédie survint. Un grand arbre, fragilisé par le temps, s'effondra soudainement sur la tente où dormaient Cadence, London et leur chien adoré, Sybil. L'impact fut immédiatement fatal pour Cadence et Sybil. Un ami de la famille, qui campait à proximité, raconta qu'il avait entendu un bruit sourd et s'était précipité sur les lieux. Les agents du bureau du shérif du comté d'Elmore arrivèrent rapidement sur place. Malgré leurs efforts pour réanimer Cadence, elle fut déclarée décédée peu de temps après leur arrivée. Le choc et la tristesse causés par cet événement furent immenses pour ses parents et toute la famille. L'arbre qui s'était effondré s'avéra être un vieux peuplier en décomposition, affaibli par l'âge et les conditions environnementales. Les autorités indiquèrent par la suite que des incendies de forêt antérieurs dans la région auraient également pu contribuer à fragiliser l'arbre. Cadence était aimée de tous ceux qui la connaissaient. Décrite comme une enfant exceptionnelle, elle avait un caractère joyeux et un sourire chaleureux toujours présent. Sa famille se souvenait avec tendresse de son amour profond pour les animaux et de son lien particulier avec leur chien Sybil, qui était blotti à ses côtés au moment de l'accident. Cadence se distinguait également par son enthousiasme dans son travail scolaire et montrait une maturité impressionnante pour son âge. Lors des réunions de famille, elle préférait souvent la compagnie des adultes, témoignant d'une grande intelligence et d'une sagesse précoce. Élevée dans une famille chrétienne, elle avait appris à être gentille et bienveillante. Elle se faisait des amis facilement et évitait les conflits. En réponse à cette tragédie, une page GoFundMe fut créée pour aider la famille Eastin à couvrir les frais funéraires et autres dépenses liées à l'accident. Depuis, la campagne a récolté plus de 28 000 $, témoignant de la générosité et du soutien de la communauté. La famille Eastin a exprimé sa gratitude pour l'élan de solidarité et les nombreux messages de condoléances reçus. Les autorités poursuivent leur enquête pour évaluer l'impact des incendies passés sur l'état des arbres de la région. Au cœur du parc national Kruger, au milieu de ses panoramas majestueux et de sa beauté sauvage et indomptée, 2 femmes se sont lancées dans une aventure destinée à se terminer en tragédie. Entourées par la puissance brute de la nature et la sauvagerie imprévisible, leur périple, qui avait commencé par l'excitation et le frisson de l'exploration, a pris une tournure soudaine et déchirante, rappelant de manière sobre la réalité redoutable et souvent impitoyable du parc. La première femme, une employée chevronnée de SunParks, avait consacré sa vie à la protection et à la préservation du parc national Kruger. Née et élevée dans un petit village en bordure du parc, son amour pour la nature sauvage lui avait été inculqué dès son plus jeune âge. Enfant, elle passait des heures à explorer le Bushveld, sa curiosité éveillée par les merveilles cachées parmi les broussailles épineuses. Cette profonde connexion avec la terre l'a attirée vers une carrière dans la conservation, où elle pouvait travailler sans relâche pour s'assurer que les générations futures héritent d'un monde regorgeant de vie. La seconde femme, une nouvelle employée de SunParks, avait rêvé de fuir la jungle de béton pour les grands espaces de la brousse africaine. Ce désir d'aventure l'a conduite au parc national Kruger, où elle espérait s'immerger dans la beauté de la nature et faire une différence dans le monde. Le destin a voulu que les chemins de ces 2 femmes se croisent un jour fatidique dans la section de Mouille Place du parc, près du camp de Mopani. Chargées d'une mission de routine pour récolter des chenilles de Mopane, elles s'enfoncèrent dans la nature sauvage avec détermination. Elles ignoraient que leur périple prendrait une tournure inattendue, les plongeant dans un cauchemar dont elles ne se réveilleraient jamais. Tout a commencé par un bruissement dans les broussailles, un léger son qui leur fit frissonner l'échine. Senti le danger, les femmes se sont arrêtées, leur sens en alerte maximale, alors qu'elles scrutaient l'horizon à la recherche de signes de trouble. Et puis, comme un éclair, les éléphants apparurent, leurs formes massives se dressant contre l'horizon de la savane. En un instant, le chaos a éclaté alors que les éléphants, agités par la présence d'intrus, chargèrent avec une fureur primordiale. Les femmes, prises au dépourvu par l'assaut soudain, ont couru pour se mettre à l'abri, leur cœur battant dans leur poitrine comme le tonnerre lointain. Mais pour l'une d'entre elles, l'évasion n'était pas possible. D'un mouvement rapide et brutal, la défense de l'éléphant perça sa chair, traçant un chemin de destruction de son bas du dos à sa poitrine. L'air était rempli des sons de son agonie alors qu'elle tombait au sol, son sang teintant la terre sous elle. À côté d'elle, l'autre femme luttait pour sa vie, son corps brisé et meurtri par l'assaut implacable de la fureur de la nature.
Guidés par des rangers armés à travers les buissons denses et indomptés du parc national Kruger, une équipe de paramédics se battait contre le temps, naviguant sur le terrain accidenté avec désespoir pour atteindre les lieux de l'accident. Malgré leurs efforts incessants et l'urgence de leur mission, ils arrivèrent trop tard pour l'une des femmes. Elle gisait immobile sur le sol, sa vie tragiquement interrompue en un instant par des forces puissantes échappant à tout contrôle. L'atmosphère sombre rappelait la force impitoyable de la nature et la fine frontière entre la vie et la mort dans la nature sauvage. Comment le résultat aurait-il pu changer si les femmes avaient choisi un itinéraire différent à travers le parc? Des interventions d'urgence plus rapides ou plus efficaces auraient-elles pu empêcher cette fin tragique? Y avait-il des signes avant-coureurs négligés qui auraient pu les alerter du danger imminent? Comment leurs préparatifs ou leur absence ont-ils influencé leur sort dans la nature imprévisible du parc national Kruger? Réfléchir à ces questions pourrait non seulement éclairer les circonstances qui ont conduit à ce chagrin, mais aussi servir de leçon cruciale pour les futurs aventuriers. Comprendre ces aspects peut aider à souligner l'importance de la préparation, de la vigilance et de l'action rapide face aux défis imprévisibles de la nature. C'était en avril 2017 qu'un homme mystérieux est apparu sur le sentier des Appalaches. Il se présentait sous le nom de principalement inoffensif, Mostly Harmless, mais certains randonneurs l'appelaient Denim à cause de son jean. Amical mais réservé, il intriguait ceux qu'il rencontrait, mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son absence d'identité réelle. Personne ne connaissait son nom, son passé ou ce qui l'avait conduit sur le sentier. Il a fallu plus de 2 ans et d'innombrables efforts pour enfin découvrir qui il était vraiment. Le sentier des Appalaches est une étendue de 2200 miles de terrain accidenté qui attire des milliers de randonneurs chaque année. Pour beaucoup, c'est un lieu de solitude et de guérison, rempli de moments de trail magic, des actes de gentillesse inattendus. Mostly Harmless semblait incarner cet esprit. Mais en juillet 2018, l'homme qui errait sur les sentiers serait retrouvé mort dans une tente jaune dans la réserve nationale de Big Cypress, en Floride. Son corps, sous-alimenté et pesant seulement 83 livres, a été découvert par 2 randonneurs. L'odeur émanant de la tente les a conduits à la forme inerte de Mostly Harmless. Il n'avait aucune pièce d'identité, pas de téléphone, ni de portefeuille, rien pour donner aux autorités un indice sur son identité. Cette découverte a lancé une enquête complexe et déchirante. Les autorités étaient perplexes. Voilà un homme sans tatouage, juste une cicatrice abdominale et aucune correspondance dans les bases de données d'empreintes digitales ou d'ADN. Malgré les 3 500 $ en liquide trouvés dans sa tente et des provisions abondantes, la cause de sa mort est restée indéterminée. Il était clair qu'il vivait en marge de la société. Qu'est-ce qui pouvait pousser un homme à s'isoler à ce point, au point que pas une seule personne ne se manifeste pour le réclamer? Alors que la nouvelle du randonneur non identifié se répandait, un croquis de son visage a circulé sur les réseaux sociaux, attirant l'intérêt de détectives amateurs et de randonneurs qui l'avaient croisé. Des communautés en ligne ont commencé à reconstituer l'histoire de Mostly Harmless. Certains l'ont reconnu comme l'homme qu'ils avaient rencontré sur le sentier des Appalaches, une personne gentille, chaleureuse, mais profondément réservée. Des groupes Facebook se sont formés, les membres consacrant leur temps à résoudre le mystère, appelant la police locale, parcourant les rapports de personnes disparues et partageant toute information qu'ils pouvaient trouver. En juillet 2020, une percée significative a eu lieu lorsque les membres d'un groupe Facebook ont réuni suffisamment d'argent pour une analyse ADN. Les résultats ont pointé vers le sud de la Louisiane, conduisant à la découverte que Mostly Harmless était en réalité Vance John Rodriguez, né en 1976 près de Bâton Rouge. L'histoire de Rodriguez était tragique. C'était un solitaire qui luttait contre des problèmes de santé mentale. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme un homme tourmenté, avec un passé de comportement abusif envers les femmes et une obsession pour le codage. La cicatrice sur son abdomen provenait d'une tentative d'automutilation à l'âge de 15 ans. En 2017, Rodriguez a abandonné sa vie, laissant derrière lui son appartement de New York, son passeport, son portefeuille et ses cartes de crédit. Il a décidé de disparaître dans la nature. Pendant 15 mois, il a erré sur le sentier des Appalaches, tissant des liens mais gardant toujours ses distances. Il n'a jamais révélé sa véritable identité et n'est jamais resté longtemps au même endroit. L'une des connexions les plus remarquables qu'il a établies était avec un randonneur nommé Brandon Dowell. Ils se sont rencontrés en Géorgie et ont tissé des liens en partageant leurs enfances difficiles et leurs relations tendues avec leur père. Mais quand est venu le moment de se séparer, Rodriguez a refusé de rester en contact. Il était déterminé à rester anonyme.
Lorsque Dowell a appris plus tard qu'un corps avait été retrouvé en Floride, il n'a pas immédiatement fait le lien avec l'homme qu'il avait rencontré sur le sentier. Mais lorsque des photos de Mosley Harmless ont circulé en ligne, il a réalisé que le randonneur bienveillant qu'il avait croisé était le même homme dont l'identité avait déconcerté les autorités. L'identification de Vance John Rodriguez a répondu à certaines questions, mais en a soulevé d'autres. Comment un homme qui avait établi tant de connexions a-t-il pu mourir seul et non identifié pendant si longtemps ? Qu'est-ce qui l'a poussé à un isolement aussi extrême ? Pourquoi personne de son passé ne s'est-il manifesté pendant les 2 années où son identité est restée un mystère ? L'histoire de Mosley Harmless reflète la manière dont nous percevons les autres. Le mercredi 13 juillet 2022, Lisa Schilling, 36 ans, sa fille Lily Argelo, 12 ans et quelques autres membres de leur famille sont arrivés à Buckhorn Canyon pour passer des vacances reposantes. Ils retournaient à leur lieu de camping favori, un endroit qu'ils appréciaient particulièrement pour s'éloigner de la vie citadine après que la région ait été touchée par l'incendie de Cameron Peak 2 ans plus tôt. Annette Vasquez, la belle-sœur de Lisa et tante de Lily, décrivait Buckhorn Canyon comme un lieu spécial chargé de souvenirs. Elle expliqua que la famille y avait passé de nombreux étés, y présentant leurs conjoints et élevant leurs enfants loin des distractions de la vie moderne. Pour eux, le canyon n'était pas simplement un terrain de camping, mais une partie précieuse de leur histoire familiale. Lisa était enseignante en classe de CE2 à l'école Dean Elementary et prévoyait de transférer à Bear Creek Elementary. Quant à Lily, qui s'apprêtait à entrer en 4e, elle attendait avec impatience son 13e anniversaire, prévu pour le 27 juillet. Le vendredi 15 juillet, pendant leur séjour, la pluie se mit à tomber, faisant légèrement monter le niveau du ruisseau voisin. Bien que la pluie se soit rapidement arrêtée, elle avait déjà déclenché une chaîne d'événements tragiques. Vasquez raconta un moment glaçant lorsqu'un grondement sourd retentit à travers le campement. En levant les yeux vers le ruisseau, ils furent témoins d'une scène terrifiante. Une immense vague d'arbres, de rochers, de boue et d'eau déferlait avec une force incroyable. En un instant, la caravane où se trouvaient Lisa, Lily et leurs 2 chiens fut emportée par l'inondation. Le courant puissant submergea rapidement le véhicule qui fut englouti en quelques instants. Malheureusement, Lisa, Lily et leurs animaux périrent noyés, le remplissage brutal de la caravane étant confirmé comme la cause de leur décès. Vers 17h, le bureau du shérif du comté de Larimer commença à recevoir des signalements d'inondations dans la région. À 19h30, les secouristes retrouvèrent Lisa et Lily à un peu plus d'1 kilomètre de leur campement sur Calcite Court. Hélas, leurs décès furent jugés accidentels. Cette tragédie laissa leur famille anéantie, amplifiant le chagrin qu'elle traversait déjà à cause de pertes récentes. Les proches de Lisa et Lily se sont mobilisés pour soutenir le mari de Lisa en cette période difficile. Ils ont également lancé une collecte de fonds en ligne pour couvrir les frais liés à cette épreuve. Au 19 juillet 2022, la page GoFundMe avait déjà récolté près de 14 000 $ sur un objectif de 25 000 $. Le 31 mai 2019, dans le parc national de Yanachagachemien au Pérou, Elizabeth Lizzie Zorchar, une routarde britannique de 25 ans, s'est lancée dans une randonnée qu'elle avait planifiée depuis des mois. Passionnée d'environnement, Lizzie explorait l'Amérique du Sud avec sa sœur Rachel et le petit ami de celle-ci, Callum Jones. Ils avaient parcouru les forêts denses, admirant la beauté intacte de la région. Lizzie n'était pas une voyageuse ordinaire. Son amour pour l'environnement la menait dans des endroits que d'autres éviteraient. Ce n'était pas sa première randonnée en solo, mais ce serait la dernière. Ce jour-là, Lizzie, Rachel et Callum ont entamé une randonnée sur un sentier du parc, promettant une vue imprenable. Rachel et Callum, épuisés et souffrant d'ampoules, ont décidé de faire demi-tour. Bien que réticents à laisser Lizzie seule, elle les a assurés que tout irait bien et a insisté pour continuer seuls. Ils sont retournés à leur auberge, s'attendant à la retrouver plus tard dans la soirée. Alors que le soleil se couchait, la forêt autour de Lizzie devenait plus sombre et plus froide. Malgré l'obscurité grandissante, Lizzie a continué vers le sommet. Cette décision s'avérerait fatale. Au moment où Lizzie a atteint le sommet, la nuit était complètement tombée. Les étoiles fournissaient peu de lumière alors qu'elle commençait sa descente. Au lieu de revenir sur ses pas, Lizzie a choisi un autre chemin descendant le long d'une cascade qu'elle avait vue plus tôt. Ce sentier n'était pas balisé. Le terrain escarpé et glissant rendait chaque pas dangereux. Mais Lizzie, confiante en ses compétences, pensait pouvoir y faire face. Alors qu'elle commençait à descendre, son équilibre est devenu incertain. Un faux pas l'a fait perdre l'équilibre. Lizzie a essayé de s'accrocher à quelque chose, mais elle a chuté, dévalant le côté de la cascade. Le corps de Lizzie a dévalé une ravine de 650 pieds,
subissant de multiples blessures mortelles. Elle a atterri au fond, son corps inerte parmi les rochers et l'eau. Son voyage s'était achevé de manière tragique. De retour à l'auberge, Rachel et Callum ont commencé à s'inquiéter lorsque Lizzie n'est pas revenue. Au matin, toujours sans nouvelles d'elle, ils ont donné l'alerte. Les autorités péruviennes ont lancé une vaste opération de recherche. Jusqu'à 50 policiers, pompiers et gardes forestiers ont fouillé la forêt dense, affrontant les défis du paysage et de la canopée épaisse. Pendant 6 jours, les recherches ont continué. Les parents de Lizzie, Rupert et Cecilia Orchard ont volé vers le Pérou en apprenant sa disparition, espérant un miracle mais craignant le pire. Le 6 juin 2019, l'équipe de recherche a retrouvé le corps de Lizzie au fond de la ravine Sotomayor, près d'un sentier appelé Orchid Way. Elle était encore habillée et ses blessures correspondaient à une chute d'une grande hauteur. La recherche était terminée, mais la tragédie ne faisait que commencer pour sa famille. La nouvelle de la mort de Lizzie s'est répandue dans sa ville natale de Greatley dans le Hampshire. Le petit village était dévasté. Lizzie était connue pour sa passion pour l'environnement et son amour de l'aventure. Le coroner a conclu que sa mort était un accident, notant que Lizzie avait probablement essayé de descendre la cascade dans l'obscurité. La cause du décès était des blessures graves dues à une chute. La famille de Lizzie, présente au tribunal, a exprimé une profonde tristesse face à la perte d'une fille et sœur bien-aimée. Ils ont remercié les équipes de recherche et les autorités pour leurs efforts et ont demandé de l'intimité pour faire leur deuil.